Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cet entretien exclusif accordé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Monsieur Ahmed Attaf. Monsieur Ahmed Attaf, bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci à vous de nous accueillir chez vous au sein du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Merci encore. Merci. Se joint à moi ce soir, Monsieur Ahmed Attaf, mon collègue Kherdine Batache. Bonsoir Kherdine. Bonsoir Nouhad, bonsoir Monsieur le ministre d'État. Merci de nous accueillir chez vous au siège du ministère. Monsieur le ministre d'État, cet entretien sera centré essentiellement sur le dossier sahraoui. Première question, nous avons constaté que l'examen de la question du Sahara occidental par le Conseil de sécurité a revêtu une importance particulière cette année, contrairement aux années précédentes. Comment expliquez-vous ce changement? Permettez-moi de poser quelques éléments de contexte. Le Conseil de sécurité, il est de tradition qu'il consacre chaque année 2 sessions à la question du Sahara occidental. Une session au cours du mois d'avril et une autre au cours du mois d'octobre. La session d'avril est consacrée à l'évaluation des travaux de la MINURSO elle-même, la mission des Nations Unies au Sahara occidental. Quant à la session d'octobre, c'est une session qui est traditionnellement réservée au renouvellement du mandat de cette mission. Et cette année, la particularité a été que cette occasion du renouvellement de la mission des Nations Unies au Sahara occidental a voulu être saisie par le Royaume du Maroc comme une occasion d'opérer un passage en force sans précédent. Il s'agissait pour le Maroc de faire passer 3 idées qui lui tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est le démantèlement de la MINURSO ou la transformation radicale de son mandat. Deuxièmement, imposer le plan d'autonomie comme solution unique et exclusive à la question du Sahara occidental et tuer définitivement l'idée d'un référendum d'autodétermination. C'est ça, en fait, qui a été à l'origine de cet engouement particulier que nous avons perçu cette année autour de la question du Sahara occidental. Monsieur le ministre, comment évaluez-vous aujourd'hui le contenu de la résolution 2997 adoptée par le Conseil de sécurité sur la question justement du Sahara occidental? Là, il faut justement revenir aux objectifs du Maroc. Les objectifs du Maroc étaient codifiés à travers ce qu'on a appelé le draft zéro, le projet de résolution originel. Effectivement, lorsque vous regardez le draft zéro, le fameux draft originel qui a été soumis au Conseil de sécurité, vous constatez que, il était question que la MINURSO ne dure plus que 3 mois. Son mandat devait prendre fin au mois de janvier 2026. Et qu'à cette occasion-là, on procéderait soit à son démantèlement pur et simple, soit à radicalement transformer son mandat, le Maroc souhaitant que ce mandat soit transformé en soutien à la mise en œuvre du plan d'autonomie du Maroc. C'était le premier élément de déséquilibre dans ce projet de résolution. Deuxièmement, le plan d'autonomie marocain était considéré comme le cadre exclusif, unique, pour le règlement de la question du Sahara occidental. Le droit à l'autodétermination lui-même était inséré exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'autonomie. Donc, une orientation vers un sens unique du droit à l'autodétermination, ce sens unique étant le plan d'autonomie marocain. Et ensuite, il n'y avait plus que le plan marocain sur l'autonomie, à l'exclusion de toutes les autres propositions, et en particulier les propositions qui ont été faites par 2 fois, 2007 et plus récemment au mois d'octobre, par le Front Polisario. Donc voilà ce que vous aviez dans le texte originel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? 1. Le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa souveraineté sur le Sahara occidental,
a été enlevé, le texte a été expurgé des 2 références qui étaient faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Cette référence est restée dans le préambule. Elle est restée dans le préambule avec moins de force juridique, mais au plan du dispositif lui-même, du dispositif de la résolution, il n'y a absolument plus aucune référence, ni à l'État marocain, ni à la souveraineté de l'État marocain sur le Sahara occidental. Deuxièmement, le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. 4e point très, très important, la MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformer radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'1 année. Voilà un peu, très très ramassé, très rapidement, les éléments de comparaison que je vous livre s'agissant de ce projet de résolution. Quel était le point de départ, quel est le point d'arrivée? Et c'est à vous qu'appartient le jugement maintenant. Monsieur le ministre, est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer que l'Algérie n'a pas participé au vote? Alors on sait que 3 pays se sont abstenus, la Chine, la Russie et le Pakistan. L'Algérie n'a pas voté. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer que le choix a été fait? Je vais vous livrer un scoop, très honnêtement. L'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule. Nous avons demandé, dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça, techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Ce n'est pas parce que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés, on en parlera peut-être. Mais nous étions à 2 doigts de voter pour la résolution. Il fallait simplement enlever cette référence au niveau du préambule, je le maintiens, parce que dans le dispositif du texte, la référence a été enlevée, la référence à la souveraineté marocaine. Et c'est pour cela que nous n'avons pas. Mais plus substantiellement, disons, nous accordons beaucoup d'importance au fait que tout ce processus conduit par les Nations Unies en matière de parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental soit strictement conforme à la résolution des Nations Unies. Écoutez, on les appelle les territoires non autonomes. Il en existe 17 à l'ordre du jour des Nations Unies. Tous ces 17 territoires sont éligibles sans contestation aucune à l'exercice du droit à l'autodétermination. La Nouvelle-Calédonie, les territoires sous domination britannique, les territoires sous domination de la Nouvelle-Zélande, tous ces pays, tous ces territoires appelés territoires non autonomes sont éligibles au regard des Nations Unies, éligibles au droit à l'autodétermination. Pourquoi devrait-il y avoir un exceptionnalisme sahraoui? Alors qu'il s'agit d'un pilier de la Charte des Nations Unies. Le droit à l'autodétermination est un pilier de la Charte des Nations Unies et c'est un pilier de la diplomatie algérienne pour une raison très affective, très émotionnelle. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens ne le savent certainement pas. C'est la question algérienne aux Nations Unies qui a été à l'origine de la résolution 1514 qui organise tout le dispositif d'exercice du droit à l'autodétermination. Donc ce principe a une résonance particulière chez les Algériens d'une manière générale et chez les diplomates algériens d'une manière particulière.
Et rappelons, Monsieur le ministre d'État, que l'ensemble des amendements apportés au draft 0 ont été, bien entendu, à l'origine de l'action de l'Algérie auprès du Conseil de sécurité. Dans sa déclaration, justement, après le vote de cette résolution, l'Algérie a affirmé que le texte adopté n'était pas conforme, justement, à cette doctrine bien établie des Nations Unies en matière de décolonisation. Vous venez de le rappeler. Pouvez-vous nous expliquer cela? Écoutez, vous revenez encore une fois au draft 0, c'est-à-dire le draft originel. Ce draft, ce projet de résolution, était tellement déséquilibré, il était tellement partial, au point qu'il ne reflétait que la position d'une partie. C'était tellement outrancier qu'au bout du compte, il y a eu 8 pays, c'est-à-dire 8 pays, plus de la moitié des membres du Conseil de sécurité, qui ont introduit des amendements. Il n'y avait pas que l'Algérie qui avait introduit des amendements. 8 pays, de tous les continents, ont introduit des résolutions parce qu'ils ont estimé que c'était trop, que le texte était trop partial, trop déséquilibré, trop en faveur d'une partie et trop contre l'autre partie. Et donc, il y a eu ces amendements. Nous-mêmes, nous avons aussi présenté nos amendements. Et nos amendements ont tous tendu vers 3 objectifs. 1. Le plan d'autonomie ne saurait en aucune manière être le cadre exclusif et unique de la recherche d'un règlement politique à la question du Sahara occidental. 2. Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui doit s'exercer conformément au droit international, à la Charte des Nations Unies, à la résolution 1514, et non pas conditionné au contenu du plan d'autonomie marocain. Et 3, la MINURSO doit être prorogée pour remplir sa mission d'organisation du référendum, qui est sa mission originelle. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons maintenu, non seulement de par notre propre action, l'action algérienne particulière, mais aussi par la réaction que ce déséquilibre du plan, du projet de résolution originelle, cette réaction qui s'est généralisée, comme je l'ai dit, à 8 pays, tous ces efforts qui se sont conjugués ont abouti à l'introduction d'un nouvel équilibre au niveau du projet de résolution qui a été finalement soumis au vote du Conseil de sécurité. Vous avez, il y a quelques instants, évoqué le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Monsieur le ministre, quels sont les principaux griefs de l'Algérie à l'égard justement de ce plan? Le plan d'autonomie marocain, je l'ai devant moi. 4 pages, très légères. 4 pages et un paragraphe, pour être honnête. Ça ne peut pas être décemment appelé un plan. Il n'y a absolument aucun contenu politique, aucun contenu juridique. Ce sont des pétitions de principe, des affirmations d'intention. Mais au-delà de la forme, les 4 pages particulièrement légères de ce plan, il y a plus sérieux que ça. Premièrement, il s'agit là d'un plan d'autonomie pour le Sahara occidental. Ce document a été soumis aux 193 États membres de la communauté internationale, sauf aux principales concernées, les Sahraouis. Il n'a jamais été soumis aux Sahraouis. Jamais. Deuxièmement, ce plan manque tellement de consistance, manque tellement de substance, qu'aucun des 4 envoyés aux représentants personnels du secrétaire général pour le Sahara occidental l'a estimé suffisamment sérieux pour le soumettre à discussion. Il n'a jamais été soumis à discussion. Parce que tous les secrétaires généraux, tous les représentants personnels du secrétaire général des Nations Unies qui se sont succédés ces dernières décennies ont rapidement vu qu'il n'était pas sérieux. Troisièmement,
même l'actuel représentant personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura. M. Staffan de Mistura. En avril dernier, à l'occasion de la première réunion annuelle du Conseil de sécurité, et en octobre récemment, il s'est adressé directement à l'occasion de 2 réunions à huis clos du Conseil de sécurité, directement au représentant du Maroc, pour lui dire « Votre plan manque de sérieux, nous avons besoin de plus de consistance, nous avons besoin de plus de substance pour porter un jugement, parce que tel quel, il ne représente pas une base sérieuse de discussion. » Donc en fait, ce plan, ce soi-disant plan d'autonomie du Maroc, n'a jamais été conçu par le Royaume du Maroc comme la base d'une solution possible au conflit du Sahara occidental. Il a été conçu pour gagner du temps. Il a été conçu pour imposer un fait accompli. Et il a été conçu pour se battre, pour essayer quand même de le démarcher et d'obtenir des ralliements à ce plan. Voilà la véritable raison d'être de ce plan. Et maintenant, là, tout le monde commence à se poser des questions sur la réalité de la capacité de ce plan à servir de base de règlement. Et je peux vous dire qu'il n'est pas considéré comme l'ultima ratio en matière de règlement pacifique de la question du Sahara occidental. Monsieur le ministre d'État, quelle est justement la position de l'Algérie à l'égard du processus de négociation que les États-Unis entendent organiser afin d'aboutir à une solution politique à la question du Sahara occidental? Nous avons, quand il s'agit de processus de paix, il y a toujours 3 piliers auxquels nous sommes attachés. Le premier pilier, c'est le cadre des Nations Unies. Toute recherche de solution doit s'effectuer dans le cadre des Nations Unies. Bien entendu, aujourd'hui, il y a au niveau international une volonté des États-Unis d'Amérique de se joindre à ce processus de paix, de lui donner une impulsion particulière. Cela est bienvenu, et nous l'avons dit aux Américains. Mais dans le cadre des Nations Unies, et je crois que dans ce cadre-là, il n'y a pas de différence entre notre position et celle des Nations Unies, des États-Unis qui veulent aussi agir et travailler dans le cadre des Nations Unies, qui restent l'organe responsable du parachèvement de la décolonisation du territoire du Sahara occidental. Deuxième pilier, c'est le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination doit s'effectuer conformément au droit international, conformément à la Charte des Nations Unies, conformément à la résolution 1514 des Nations Unies. Et, troisièmement, il doit y avoir d'autres possibilités de règlement autres que le plan d'autonomie marocain. Et je crois pouvoir dire que je suis personnellement satisfait de la récente déclaration du conseiller spécial du président Trump, qui a précisément insisté sur ces éléments-là. Oui. Dans une interview qu'il a accordée hier ou avant-hier à l'un de vos confrères, pour ne pas le nommer, il a clairement dit que le plan d'autonomie n'est plus le seul cadre de règlement et qu'il y a une ouverture vers d'autres plans, vers d'autres idées en matière de recherche d'une solution politique au conflit du Sahara occidental. Il a parlé du référendum d'autodétermination. Et où il a dit, quelle que soit la formule qui viendra, qui sortira, qui émanera des 2 parties au conflit, elle devra faire l'objet, il n'a pas utilisé, pour être honnête, il n'a pas utilisé le mot référendum, oui, mais il a parlé de vote, de suite. Et donc, c'est un point très important. Et troisièmement, cet autre pilier, c'est le Front Polisario.
Et là, la résolution aussi. Il y a beaucoup de choses que les Marocains veulent passer sous silence et dans leur réaction un peu trop exubérante à mon goût, ils ont oublié que la résolution parle du peuple du Sahara occidental, qu'elle parle du Front Polisario. Le Front Polisario, Monsieur le ministre d'État, qui, sans mauvais jeu de mots, a opposé son veto préalablement au vote à ce processus de négociation annoncé par les États-Unis. Préalablement au vote, je pense que maintenant il faut faire une nouvelle évaluation de la résolution finale telle qu'elle est sortie, parce que cette résolution, et c'est notre évaluation en Algérie, cette résolution préserve tous les fondamentaux du règlement juste de la question du Sahara occidental. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan d'autonomie est devenu une option parmi d'autres. Le droit à l'autodétermination doit s'opérer conformément au droit international. Les négociations entre Marocains et Sahraouis seront l'instrument de conclusion de cet accord de paix. Donc tous les fondamentaux sont préservés. Et c'est à la lumière de cette donnée fondamentale qui a été concrétisée lorsque l'on voit tout le chemin parcouru par rapport au projet de résolution originelle et celui qui a finalement émergé des débats du Conseil de sécurité qu'il faut prendre position. Très bien. Monsieur le ministre, on va à présent s'intéresser à un autre dossier, si vous le voulez bien. Le 30 octobre dernier, l'Assemblée nationale française a adopté un projet de résolution demandant au gouvernement français de dénoncer l'accord de 1968, régissant, vous le savez, les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France. Quelle est votre réaction à cette initiative? Très sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour l'Assemblée nationale française. Mais lorsque j'ai vu ce vote, je vais être très honnête avec vous, je vais vous dire la première pensée qui m'est venue à l'esprit. La course à l'échalote se poursuit. Et c'est attristant de voir un pays aussi grand que la France de faire de l'histoire d'un autre pays, un pays indépendant, souverain, l'objet d'une compétition électorale anticipée en France. Fonds de commerce électoraliste. J'ai dit déjà course à l'échalote, ça m'a coûté, je ne voulais pas encore ajouter cela. Maintenant, sur le fond, cette affaire est une affaire entre l'Assemblée nationale française et le gouvernement français. C'est une affaire intérieure. C'est une affaire franco-française. Elle ne nous concerne pas pour le moment. Nous, elle pourrait nous concerner si ça devient une affaire de gouvernement à gouvernement, parce que l'accord de 68 est un accord intergouvernemental, c'est un accord international. Et le gouvernement français ne nous a rien dit à ce sujet. Et donc, sur le fond, nous ne réagissons pas dans l'attente de ce que sera le développement de cette situation au plan interne français. Quant au plan bilatéral, plan intergouvernemental, nous n'avons rien vu venir. Et nous espérons ne rien voir venir. Monsieur le ministre, une petite dernière question, si vous le voulez bien. Toujours en rapport avec cette résolution qui a été donc demandée, qui a été donc votée. Monsieur le ministre, ces personnes, cette classe politique donc, qui dénonce justement l'accord de 68, n'est-elle pas consciente qu'en dénonçant cet accord, on revient aux accords d'Évian, qui stipulent donc la libre circulation des personnes entre l'Algérie et la France? Écoutez, la dénonciation, on n'y est pas. Il n'y a pas eu aucun... Au plan formel, il n'y a absolument... Nous n'avons été saisis en tant que gouvernement algérien d'aucune volonté de dénonciation. Mais vous faites bien de faire le parallèle
ou plutôt le lien historique, vous établissez le lien historique entre cet accord et les accords d'Évian. Je voudrais là dire 2 ou 3 choses qui me semblent importantes. La première, c'est qu'effectivement, les médias français, ou même une partie de la classe politique française, a une connaissance très biaisée, très orientée de cet accord de 1968. L'accord de 1968 n'a jamais été un accord libéral pour favoriser l'émigration française. Bien au contraire, il est venu établir des restrictions par rapport au régime établi, qui était lui libéral en matière d'immigration, établi par les accords d'Évian. Donc c'est un accord par nature historiquement restrictif. Il devait restreindre l'accès des Algériens. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'accord de 19, on lui attribue beaucoup de choses. J'ai entendu récemment que cet accord permettait, ou plutôt occasionnait à la France, le paiement de 2 milliards. Ça m'a rappelé un peu l'aide au développement. Il y a des chiffres qui sortent comme cela, qui ne sont pas, en tout cas, d'après nos calculs, qui sont totalement infondés, qui n'ont absolument aucun lien avec la réalité, comme les 800 millions de dollars d'aide au développement n'avaient aucun lien avec la réalité. Et il y aura très certainement un Français qui va se lever pour dire que ces chiffres-là sont vraiment fantaisistes. Et donc je voulais un peu rétablir cette vérité, entre guillemets, historique. Monsieur le ministre d'État, peut-être permettriez-vous une dernière question avant de conclure cet entretien sur la relation de l'Algérie avec le continent africain et cette profondeur africaine retrouvée depuis l'arrivée du président Abdelmajid Tebboune à la tête de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie revient assurément justement vers cette appartenance naturelle qu'est le continent africain? L'on a vu justement à travers le bal diplomatique entre l'Algérie et plusieurs pays africains ces dernières semaines. Je ne crois pas personnellement qu'on n'ait jamais quitté le continent africain ou que nous ayons manqué à nos devoirs envers ce continent qui est le cadre naturel d'expression de nos solidarités, de nos coopérations, de nos partenariats. Mais très certainement, il y a une fibre africaine chez le président, incontestable. Hein, je le dis à titre personnel, parce que je le ressens quotidiennement. Il y a cette fibre africaine marquée chez le président Abdelmajid Tebboune. Vraiment, on le sent. C'est quelqu'un qui est porté naturellement vers ce continent. Et il l'a prouvé aussi. Il ne s'agit pas simplement de sentiments, il l'a pris par certaines initiatives majeures, importantes, qui ont eu un impact sur le déploiement diplomatique de l'Algérie en Afrique. Cette fibre africaine du président facilite la tâche pour les diplomates que nous sommes, parce que nos partenaires le ressentent, très sincèrement. Ils le ressentent et ils savent qu'il y a à la tête de l'Algérie un président qui a cette fibre africaine. Ce n'est pas toujours le cas, hein, et ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, vous voyez cette attraction supplémentaire, cette attraction nouvelle supplémentaire exercée par l'Afrique sur l'Algérie, mais il y a aussi une attraction réciproque. Et vous avez ce que vous avez appelé l'engouement africain que l'on ressent ici à travers les visites, à travers les manifestations africaines qui sont organisées ici. Mais ce n'est pas de la politique pour de la politique. Très sincèrement, le président est un homme très concret, c'est un homme de projets, c'est un homme de chantiers politiques, de chantiers diplomatiques. Et il veut que ces sentiments de l'Algérie pour l'Afrique soient bâtis sur des réalisations. Et je crois qu'il l'a démontré à travers les manifestations que nous avons organisées. La toute dernière a été la foire l'IATF, qui a été un grand succès pour l'Afrique et pour notre pays. Il y a l'attachement
aussi le développement de ces zones franches dans, dans tous nos voisinages africains. Il y a ces grands projets de fibre optique, de liaison transsaharienne, du gazoduc transsaharien. Ce sont des chantiers, je vous l'assure, que le président suit personnellement. Et il passe son temps, une grande partie de son temps, pas tout son temps, mais il les suit avec une rigueur, avec une vigilance qui est remarquable. Et je tenais vraiment à le dire en guise de témoignage personnel de quelqu'un qui voit ça au jour le jour. Très bien, en tout cas c'est une très belle conclusion à cet entretien, Monsieur Ahmed Attaf. Merci encore une fois de nous avoir accueillis chez vous, au sein du ministère des Affaires étrangères, pour cet entretien exclusif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à vous, Kherdine Patache, de m'avoir accompagné dans cette mission. Merci encore. Je vous en prie, Noël. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. C'était donc un entretien exclusif accordé aujourd'hui, dimanche 2 novembre, par Monsieur Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Un entretien exclusif accordé à l'émission Hebdo Show Algéria. Merci beaucoup.